Voilà, je vais être très brève, mais je vais rebondir sur vos propos, effectivement, et les vôtres aussi, madame. Donc, voilà, je suis, pour la deuxième année maintenant, j'ai la chance, et je dis bien la chance, et je mesure cette chance d'être principale de collège en réseau d'éducation prioritaire dans la banlieue de Strasbourg. Alors, je dis bien une chance. Donc, établissement difficile. Hein. Je vais vous dresser peut-être très rapidement le contexte géographique et contexte de fonctionnement de l'établissement pour ensuite entrer dans la relation avec les parents et ce que nous sommes en passe et ce que nous essayons justement de construire. Voilà, donc Collège Anne Sarp, réseau d'éducation prioritaire renforcé, 616 élèves, avec SECPA, hein, donc section d'enseignement général adapté, une classe Ulysse, UPE2A-NSA, donc qui accueille des élèves primo-arrivants qui n'ont jamais été scolarisés avant dans leur pays d'origine. Voilà, et tout ce petit monde vit ensemble. Alors, le vivre ensemble se questionne aussi. On pourra peut-être y revenir aussi parce que ça a une très grande importance, je pense, dans le fonctionnement de l'établissement et dans le lien et la relation aux autres. Voilà, situation géographique, banlieue de Strasbourg. Quartier complètement enclavé, précarité totale. Alors, précarité, on a, en termes de situation géographique, d'un côté du quartier, un ancien quartier hein, de Strasbourg, des maisons, enfin des petits pavillons, et juste en face, la route hein, constitue la frontière, donc des immeubles ou des barres d'immeubles avec tout ce que ça comporte. Élèves, 75% de boursiers, et j'y reviendrai aussi. Parce que ça a son importance, une précarité importante, des jeunes qui sont en manque de code, qui sont pour le coup souvent livrés à eux-mêmes, mais pas toujours, j'y reviendrai aussi. Donc moi je découvre hein, au fur et à mesure, j'ai découvert pendant un an, je me suis laissé une année d'observation comme on le fait habituellement hein, quand on prend la tête d'un établissement pour bien prendre la mesure des choses. Et donc quand je suis arrivée dans l'établissement, comme tout chef d'établissement qui arrive, qui est fraîchement nommé, nous sommes censés faire un diagnostic. Avec tout ce que ça comporte, et je me suis rendu compte très rapidement que les équipes étaient très investies. Des équipes relativement stables pour le coup, relativement jeunes aussi, mais une stabilité, un investissement, voilà, mais un climat plus ou moins apaisé, des moments de tension, des difficultés, et des parents très peu présent. Et je dis volontairement très peu présent. Donc questionnement, hein, bien évidemment, question qui se pose, voilà les parents, que font les parents. Et je n'aime pas le terme de désinvestissement. Les parents ne s'autorisent pas forcément, du moins les parents du public que nous accueillons au sein de l'établissement, ne s'autorisent pas forcément à entrer dans l'établissement. Alors pour diverses raisons, hein, on l'évoquait avant-hier justement, les enfants disent non mais toi tu viens pas à l'école, de toute façon tu vas pas voir les profs, ça sert à rien, de toute façon tu comprendras rien. Et je l'ai entendu, hein, de la part des parents qui au final arrivent quand même dans l'établissement et avec lesquels on peut échanger, des parents qui ont un passif à régler avec l'institution aussi, hein, qui ont vécu un certain nombre de choses, qui ont été traumatisés, il faut le dire aussi, hein, traumatisés par leur passage et leur scolarité. Voilà, et des parents pour lesquels la barrière de la langue est un réel frein. Alors barrière de la langue, tout est relatif aussi. Hein. Quand on voit qu'un jeune qui arrive dans notre établissement
donc parle couramment 2 langues natales, hein, voilà, qu'il arrive, qu'il parle français, en plus il parle allemand, anglais, le jeune en 6e apprend à parler 5 langues, ou parle déjà 5 langues. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Voilà, un contexte global, les parents à l'identique, c'est-à-dire que nous accueillons des parents et en termes justement de relations avec les parents, alors il y a, voilà, moi je suis partagée entre les différents propos, j'entends tout à fait ce que vous dites madame, alors effectivement il y a cette partie d'éducation, cette partie d'instruction, mais il y a une mission qui est commune, c'est d'amener les enfants à la réussite. Voilà. Et c'est sur ce point-là qu'il faut être cohérent. Et c'est notre mission première, hein, qui est la mission de l'institution, et à la fois la mission des parents. Donc, voilà, établissement particulier, somme toute, on a des difficultés à faire venir les parents dans l'établissement. Alors effectivement, hein, quand monsieur vous parliez, et on est tout à fait d'accord sur le principe que ce soit invitation, convocation, enfin voilà, d'un point de vue sémantique, le résultat au final est le même, c'est-à-dire qu'en général, globalement, il faut bien le reconnaître, hein, on fait venir les parents au sein de l'établissement, dans la majorité des cas, pour dire que quelque chose ne va pas avec l'enfant et plus rarement pour échanger de manière libre, etc. Donc il y a tout un postulat à modifier aussi. Ça, c'était le deuxième élément de bilan que j'ai apporté. Et je me suis dit, et avec les équipes, un réel travail d'équipe, puisque j'ai consulté les équipes, qu'il était peut-être intéressant de dédramatiser, de dépassionner les débats aussi, parce que vous arrivez dans un établissement avec vos émotions de parents, avec cette dimension affective aussi, et ça on ne peut pas le nier, hein, qui est la vôtre et qui est tout à fait légitime. Et en face de vous, il ne faut pas l'oublier non plus, vous avez des êtres humains, nous ne sommes pas des robots non plus, nous sommes des êtres humains avec des situations qui sont les vôtres, qui font peut-être tout simplement écho aussi aux personnes que vous avez en face de vous. Et je pense que la cristallisation vient de là aussi, en fait. C'est souvent une gestion des émotions, hein, sur du moment, de l'instant présent, qui fait que le dialogue ne passe pas toujours ou pas forcément, et que le discours, voilà, que le discours est en décalage. Alors, voilà, moi je partais du principe, alors j'ai accueilli aussi, en arrivant dans l'établissement, des parents qui venaient inscrire leurs enfants et qui ne parlaient pratiquement pas le français. Alors nous avons au sein de l'établissement donc une structure, hein, qui est l'école ouverte aux parents, qui permet aux parents qui le souhaitent une fois par semaine, par demi-journée, de venir apprendre le français. Et alors pour avoir échangé avec beaucoup de parents, il y a une chose qui m'a frappée, c'est que on oublie souvent aussi, alors, et je le reconnais, on oublie souvent aussi que les familles qui arrivent, qui inscrivent leurs enfants dans les établissements, ont une histoire qui leur est propre, un passé qui leur est propre, et une histoire avec l'école qui leur est propre aussi. Alors l'idée était de trouver une solution. Alors il n'y a pas de solution miracle, hein. Nous on essaye, moi l'intérêt c'est juste d'établir, alors avant de coéduquer et de co-construire, je crois qu'il y a une étape qui est essentielle, c'est établir ce lien de confiance qui manque souvent, hein. Et la confiance, comme vous le disiez, ne se décrète pas, hein. Elle se construit petit à petit. Alors c'est la stratégie des petits pas, hein, c'est l'investissement, un investissement et une volonté de pacifier, d'établir des relations saines, hein, qui est prégnante, hein, chez nous dans l'établissement et qui relève de l'ensemble, hein, de la communauté éducative. Alors, et je dirais même quel que soit le statut, ça part voilà, de l'agent d'accueil qui va, et on parle d'accueil dans l'établissement, alors on n'invite pas, on ne convoque pas, on accueille les personnes pour essayer
voilà, d'établir ce lien et de construire quelque chose ensemble. Alors, un exemple très simple, ça vaut ce que ça vaut, hein. Voilà, je n'ai pas la prétention, alors je le dis en toute humilité, on essaye vraiment d'adapter les établissements, chaque établissement essayera voilà, de trouver la solution miracle qui permettra justement de pérenniser. Alors l'idée étant de pérenniser, ce n'est pas juste des actions ponctuelles comme ça, impulsées à l'instant T, et puis on passe à autre chose. L'idée n'est pas le papillonnage, mais au contraire d'essayer d'établir de manière pérenne et développer petit à petit cette relation qui parfois est manquante et qui du coup peut générer une certaine tension, hein, de part et d'autre. Donc nous avons utilisé une porte d'entrée qui était l'usage du numérique. Justement cette année, et qui était notamment l'accompagnement des familles, puisque la demande d'obtention de bourse constitue un droit, hein, pour les familles, surtout dans ces établissements-là. Nous avons utilisé donc l'usage, l'apprentissage et l'accompagnement à l'usage des téléservices comme porte d'entrée. Et nous nous sommes arrangés, alors voilà, hein, c'est question d'organisation, d'investissement, encore une fois, des équipes. Nous nous sommes organisés pour accueillir et accompagner tous les parents qui n'étaient pas en capacité de faire leur demande de bourse par téléservice en autonomie, et nous avons fait la démarche avec eux. Voilà, ça c'est la première étape. Et je me suis dit, ça sera peut-être la porte d'entrée, nous verrons peut-être à ce moment-là des parents que nous n'aurions jamais vus avant. Voilà, ou habituellement. Et ça a été le cas. Alors, pour l'instant, voilà, moi, j'aime pas. Alors, effectivement, dans nos fonctions, on nous parle souvent d'indicateurs, hein, indicateurs qualitatifs, quantitatifs auxquels il faut répondre. Moi, voilà, j'ai une forme d'allergie aux indicateurs, et notamment quantitatifs. Alors, je peux vous en donner là quelques-uns qui ne sont peut-être pas encore significatifs, qui demanderont à être vérifiés, mais on a aussi des indicateurs qualitatifs. Qualitatifs, donc qui ne se mesurent pas. Hein, qui ne se mesurent pas, c'est de la question, enfin de l'ordre du ressenti, mais qui permet aussi, tout simplement, qui peut être de l'ordre d'un parent qui va arriver, qui était complètement réfractaire et opposé, et très hermétique à ce qu'on pouvait lui tenir comme discours, et qui, à un moment donné, quand il a un problème, prend son téléphone ou se déplace dans l'établissement de manière très spontanée, et c'est peut-être justement cette spontanéité qui manque aussi quelquefois, et que nous autorisons au sein de l'établissement. Du coup, le parent qui se déplace spontanément en disant « Attendez, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, est-ce que je pourrais vous en parler ?» Alors, effectivement, nous avons des agendas contraignants, hein, aussi, mais juste le fait de pouvoir signifier aux parents que je l'ai entendu ou que nous l'avons entendu, effectivement, et dire que voilà, malheureusement on ne peut pas le recevoir là dans l'immédiat, mais proposer un rendez-vous dans l'après-midi ou le lendemain, etc., et pour en discuter de manière plus posée, plus longue, permet aussi d'apaiser les choses et de rassurer, parce que les parents ont besoin d'être rassurés au même titre que les équipes éducatives ont besoin d'être rassurées sur la confiance que leur accordent les parents aussi. Voilà. Merci, Madame Thieblé. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions. Alors, avant tout, je vais passer la parole à Véronique, que j'ai frustrée tout à l'heure. Ah, Frédéric, pardon. Bonjour, alors je suis... Ça marche ? Oui, ça marche. Donc je me présente, je suis présidente départementale de l'Isère et aussi trésorière académique, donc c'est un peu pour dire à tout le monde. Je voulais réagir un peu, surtout, déjà, par rapport à ce que vous venez de dire, madame, vous avez dit que vous avez accompagné tous les parents. Oui. Vous avez un établissement de combien d'élèves ? 616. D'accord, Nous avons 75% de boursiers.
75% de boursiers. Alors, je vais juste finir mes propos. Je vais parler d'indicateurs quantitatifs. Donc, le premier élément qui a été très révélateur, c'est la réunion de parents de 6e, où on a réuni l'ensemble des parents de 6e avec leurs professeurs principaux. L'année dernière, nous étions à un taux de fréquentation de 20%. Cette année, plus de 80%. Voilà. Deuxième élément, la cérémonie républicaine de remise de diplôme, où nous avions l'année dernière quelques parents disséminés au fond de la salle. Là, les parents, on avait sur un effectif. Alors effectivement, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est plutôt encourageant. Nous avions une 50aine de parents présents lors de cette remise de diplôme. Voilà. En fait, je vous posais cette question parce que vous avez dit que vous avez accompagné tous les parents pour tout ce qui était démarche numérique. Oui. En fait, ça prend beaucoup de temps. Donc, en fonction des établissements, il y a des établissements où il y a peut-être 800, 1000 élèves. Et accompagner chacun par un, ça prend du temps, ça demande du personnel. Tout à fait. C'est un choix. Et tous les établissements ne sont pas forcément pas d'accord, mais ne peuvent pas le faire. Alors, ne veulent pas le faire. Je vous entends tout à fait, madame, mais ça fait partie de l'autonomie de fonctionnement de l'établissement aussi et des choix de fonctionnement d'établissement et de la politique qui est impulsée au sein de l'établissement. Et je crois que c'est une question quelque part de survie aussi, il faut le dire. Et on sait très bien que si on ne met pas des choses en place, chaque établissement a son projet d'établissement qui est écrit, coécrit, etc. Si on ne met pas des choses en place, alors certains établissements n'auront peut-être pas besoin de mettre... moi, j'ai donné ça à titre d'exemple parce que c'est un élément prégnant au sein de notre établissement. D'autres établissements ne rencontreront pas cette difficulté-là et auront un autre mode de fonctionnement, d'autres démarches qui seront entreprises pour accueillir les parents. C'est à la liberté, effectivement, de chaque établissement. Alors, effectivement, vous parliez de délai, oui, c'est chronophage, oui, c'est une démarche qui est chronophage, qui demande des moyens humains pour l'accompagnement. Nous avons décidé de les mettre en place et nous ne le regretterons pas. Alors, on avait le secrétariat, on avait mobilisé le secrétariat, qui accueillait, donc nous avons deux assistantes de direction qui ont accompagné, et notre agent de prévention et de sécurité, qui est basé au sein de l'établissement, qui accompagnait dans les démarches aussi. Les enseignants ont été sollicités ? Les professeurs principaux. Sur le numérique, pour compléter l'exemple, puisque... par rapport à votre question, ça peut être aussi en ciblant bien les différents sujets. Ici, il s'agissait d'accompagner des parents pour la demande de bourse. Je ne sais pas s'il y a des collègues de l'Académie de Dijon, mais dans l'Académie de Dijon, moi j'avais repéré, c'était pour APB et pour Parcoursup, des établissements qui organisaient ce qu'ils appelaient la nuit d'APB ou la nuit de Parcoursup, justement pour accompagner les parents à suivre leur enfant, parce que là, il y a aussi un autre problème, la relation parent-enfant, là pour le coup, et pas parent-élève, mais la relation parent-enfant, sur la saisie des vœux et la compréhension de l'algorithme. Après, je voulais juste, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit avant, c'était par rapport à l'exposé que vous avez fait. À un moment, vous avez parlé des irritants. Oui. Moi, il y a quelque chose qui peut peut-être être considéré comme un irritant que j'ai noté de plus en plus fréquent, même dans des établissements où il n'y a pas forcément, qui ne sont pas en REP, c'est la phobie scolaire. Et c'est quelque chose, on le voit de plus en plus, donc c'est quelque chose à vraiment prendre en compte, parce que les parents, je pense qu'ils ont aussi besoin d'être accompagnés quand un enfant ne veut plus aller en cours, qui fait de la phobie scolaire. Après, dernière chose, c'était par rapport aux relations... Les parents, déjà, c'est eux les principaux éducateurs. On en a parlé. C'est vrai que c'est très long. Mais moi, je nuancerai un petit peu votre propos de tout à l'heure. C'est que chacun doit faire des efforts de son côté. Après, le parent, il éduque son enfant, mais il ne doit pas toujours faire un enfant roi, entre guillemets, lui donner toujours raison, quel que soit ce qu'il a fait en classe. Et puis, il y a aussi un problème de communication. Et après, la dernière chose que je voulais parler, on parlait des enfants en grande difficulté.
les parents sont souvent mis de côté. Moi, j'étais AVS et je sais que quand on faisait juste les réunions 3-4 fois par an, mais après, quand le parent voulait communiquer des fois avec l'AVS, c'était très très difficile. Et ça, c'est encore quelque chose à travailler. Merci Frédéric. Elle a évoqué 4 sujets. C'est bien. Juste, oui, donc Nora. Et ensuite Michel. Bonjour à tous, je suis Nora Semaille de la région du Rhône. Oui, j'ai fait humblement une petite synthèse de ce que vous disiez concernant les obstacles l'un et l'autre de l'éducation nationale. Et il me semble, si j'ai noté tout un tas d'idées, le plus gros obstacle concernant le duo, voire le duel parents-enseignement, c'est l'obstacle des codes de l'éducation nationale. Parce que les codes, vous en avez les accès. Le parent, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis parent d'élèves, je les ai acquis au fur et à mesure des années et des années. Alors, les codes, surtout au niveau de la communication, vous me parliez du médiateur, encore faut-il que les parents sachent qu'il y a un médiateur. On a des petits coupons comme ça lors des élections. C'est à peine si on les lit, hein, puisqu'il y a tellement de papier dans les informations qu'on met pour les élections. Les acronymes, c'est une horreur. Moi, le mot DAZEN, pour savoir ce que c'était, une horreur. Tout à fait. Hein. La communication, le fond et la forme, on a évoqué tout à l'heure concernant l'accueil des parents ou la convocation ou tout ce que vous voulez mettre dedans. C'est toujours la même violence pour le parent, peut-être aussi pour ceux qui sont en face, mais pour le parent, pour avoir été témoin du tremblement des parents avant de rentrer dans le cabinet présidentiel, si je puis dire. Oui, des parents. Ben oui, il faut voir l'angoisse, le stress de ce que ça fait d'être convoqué chez le directeur ou chez le proviseur ou autre. Et évidemment, vous aviez parlé de l'histoire de l'éducation nationale. Moi, j'ai appris encore maintenant tout un tas de choses que je ne connaissais pas sur le livret du professeur et voilà, jusqu'à aujourd'hui, Parcoursup. Vous avez évidemment dans les compléments, je vous l'ai mis dans le complément. Oui, j'aimerais bien voir si Monsieur le Président de la PEP veut bien nous envoyer ça. Ça sera très intéressant à relire calmement. Et sur le terrain, évidemment, Madame nous avait parlé des codes que les parents, puis là je suis redondante un petit peu, que les parents et les élèves ne connaissent pas. Évidemment qu'ils ne connaissent pas, et il faut bien insister sur ces codes-là, parce que les codes de l'éducation nationale sont... Là, encore, je suis sûre que j'en connais pas tous les us et coutumes. Alors, comment voulez-vous que la réussite, et que la co-éducation ou la instruction, ou je ne sais pas comment on veut l'appeler, et que la réussite des élèves ait lieu, surtout si le bénévolat, alors là c'est là que je voulais en venir, vous parliez d'un statut de bénévole. Nous on n'a qu'un statut, quand on est sur le terrain on n'a qu'un statut, et vous c'est votre fonction, c'est votre emploi, c'est votre travail. Tout à fait. Ne pensez-vous pas qu'il faut, plutôt qu'un statut, institutionnaliser ce statut je sais pas, avec quelque chose. Parce que moi, j'avais entendu M. Benoît Hamon un jour, quand il était en commission au Sénat, à l'époque, il était ministre, disant qu'on allait institutionnaliser ou donner une position du parent qui est au niveau départemental ou régional. Enfin, j'ai espéré, et ça fait depuis que M. le ministre, M. Benoît Hamon, était en fonction, ça fait pas mal d'années. Là, je finis mon cursus de parent d'élèves représentant, comme vous l'avez été, j'imagine, dans votre fonction. Je vais être à la retraite, mais je m'inquiète. Retraite de parents d'élèves. Ah oui, quand même, parce que je suis pas à la même couleur de cheveux, quand même. Encore que vous je vais vite finir, parce que je suis infirmière quand même de ma fonction, petite fonction. Comment voulez-vous qu'avec notre métier, plus avec notre fonction, on puisse s'en sortir? En termes de temps, c'est pas possible. Alors voilà, je laisse la parole à d'autres. Sur ce sujet-là, je réponds tout de suite. Il y a eu quand même des éléments nouveaux et des avancées qui ont été faites après Benoît Hamon et sous le ministère précédent, mais qui fonctionnent encore aujourd'hui et qui n'est absolument pas remis en cause. Il y a une loi qui a introduit la prise en compte du temps de représentation dans les conseils de classe. Alors voilà, mais pas pour tous, ça je le dis comme ça, pas pour tous, il faut je vais jusqu'au bout, pas pour tous, et d'autre part, ça ne prend pas
en considération des bénévoles et des mamans bénévoles ou des papas bénévoles, mais c'est souvent des mamans bénévoles qui ne travaillent pas. C'est-à-dire que, bon, elles ne travaillent pas, donc on considérerait vite qu'elles ont donc du temps pour s'occuper. Non, mais la représentation, vous avez raison de le dire, c'est autre chose quand même. Hein. Et ça doit être reconnu. Nous avons travaillé aussi sur, mais là je dois dire que je l'ai laissé, mais je ne sais pas ce que c'est devenu. Nous avons aussi travaillé, là pour le coup, sur la reconnaissance des acquis de l'expérience de délégués au niveau départemental et régional ou national, pour pouvoir être pris en compte dans des préparations de diplômes quand on a des gens qui veulent. Donc tout ça, ce sont des choses que nous avons travaillées et qui ont été travaillées sur les 3 dernières années. Merci. Et qui vont dans votre... Alors je répète, le principe des questions précises, concises. Et les réponses aussi. Merci. C'est dommage parce que c'est un super débat et c'est vrai que... Bon, merci bien. Donc, Michel Raffi de la zone de l'Académie de Montpellier. J'ai envoyé le 10 septembre 2018 à l'ensemble des établissements scolaires du Languedoc-Roussillon une requête demandant la liste des parents d'élèves qui ont autorisé la diffusion de leurs coordonnées au sein pour les associations de parents d'élèves. Sur grosso modo 600 et quelques établissements, je n'ai reçu à ce jour qu'une somme colossale de 3 réponses avec la liste des parents. Alors vous avez évoqué tout à l'heure la coéducation et éventuellement, à mon avis, un corollaire qui est la collaboration. Qu'en pensez-vous ? Oui, non, mais... Et je pense que Mme Cheplet pourrait répondre, mais je suis absolument... J'entends bien cela, hein, j'entends bien cela. Je suis convaincu aussi qu'il y a des craintes qui sont complètement justifiées et qui sont liées à une présence et une attention toujours très vigilante de la CNIL et des lois qui sont votées depuis maintenant, enfin appliquées par une directive européenne depuis 1 an sur la communication des données personnelles. Donc à partir de... Non, mais je le dis parce que c'est ce qui va... Non, mais je réponds par rapport au positionnement que doivent avoir un certain nombre de chefs d'établissement. Maintenant, j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites sur... alors, à partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a vraiment de la quelque chose, que ce soit coopération ou coéducation ou collaboration. Je préférerais, moi, vraiment coopération, mais bon, peu importe, on va pas s'arrêter sur les termes. Mais il y a de l'ordre de cela dans la résistance, puisque je le perçois un peu comme ça dans votre propos, des chefs d'établissement à donner les éléments. Et je pense qu'il y a là quelque chose qu'il faut entendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le régler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le régler. Mais il y a quelque chose qu'il faut entendre. Oui, j'entends bien. Voilà. Donc Hubert Salin, je voulais, au niveau des résistances justement et de la formation des enseignants à la communication avec les parents. Donc vous, dans votre établissement, vous êtes en REP, j'imagine que tous les ans, il y a beaucoup de nouveaux enseignants. Comment on les forme au dialogue avec les parents? Je prends un exemple d'école primaire. En ce moment, parce que ma femme est directrice d'école, il y a 2 enseignantes qui doivent rendre les évaluations, les tests, les évaluations aux parents de CP et de CE1. Les 2 enseignantes ne veulent pas rendre les évaluations aux parents parce que ça va être source de conflit, les parents vont voir que les enfants sont en difficulté. Donc elle est obligée d'écrire à l'inspection, à la secrétaire, pour que la secrétaire envoie un mail pour faire croire que c'est l'inspection qui le demande. L'inspection n'a aucun moment envoyé de message aux enseignants, aux écoles, pour dire il faut rendre ces évaluations aux parents. Les parents ont besoin de savoir les difficultés de leur enfant et les réussites aussi, parce que des fois les parents peuvent être contents de voir que sur certaines lignes tout est bien. Et il faut user de stratégies au niveau des chefs d'établissement ou dans les écoles primaires, des directeurs d'école qui n'ont pas l'autorité sur leurs collègues pour arriver à faire communiquer
parfois les enseignants qui sont là depuis 20 ans, et parfois des enseignantes qui ont 22 ou 23 ans et qui ont peur de recevoir des gens qui ont 15 ou 20 ans de plus qu'eux. Alors, je crois que je me permets de répondre, si vous voulez bien. Je crois que l'ancienneté n'a pas d'importance sur la manière, si vous voulez, d'aborder les familles ou d'entrer en contact avec les familles. Vous avez des enseignants chevronnés qui ont vraiment une grande expérience, qui sont des personnes de terrain qui, à un moment donné ou à un autre, ne seront pas en capacité ou ne souhaiteront pas justement faire un entretien seul avec une famille pour X raisons qui leur appartient. D'autres enseignants ou des contractuels même, qui sont dans l'établissement depuis le début de l'année, qui aborderont cette étape-là avec beaucoup d'aisance et davantage, et je parlais de spontanéité précédemment, avec davantage de spontanéité. Voilà. Alors, il y a... moi, je pars du principe où chaque personne, alors on est là sur le terrain au quotidien, sur le terrain au quotidien, il peut y avoir des jours avec et des jours sans pour tout le monde, et ça, il faut en tenir compte aussi. Quand un enseignant décide de rencontrer un parent, soit contacte le parent directement et lui demande à le rencontrer, s'il ne souhaite pas le faire seul, l'enseignant a la liberté de se diriger vers les personnels de direction qui accompagneront dans cette démarche. Précédemment, et on en revient justement, et voilà, je vais préciser la manière dont on procède au collège Anne Sarp. Et Madame disait précédemment que voilà, on avait souvent l'impression d'être face à un tribunal, un parent avec plusieurs personnes, etc. Devant, et que les personnes étaient dans le jugement. Dans ce cas de figure-là, par exemple, alors effectivement, vous allez me dire, mais c'est chronophage aussi, oui. Mais quelquefois c'est la solution, et ça nous permettra de rebondir, et ça nous permet souvent de rebondir et de repartir sur d'autres bases et d'établir un autre mode de fonctionnement et de pacifier les échanges. Donc dans ce cas-là, je propose dans un premier temps de rencontrer la famille en aparté, en un tête-à-tête, de manière à reposer le cadre, à rediscuter, à planir et à entendre ce que la famille a à dire. Et puis petit à petit, on rajoute, voilà, si vous voulez, je vais rencontrer, ou je peux vous accompagner chez Madame Intel, chez la conseillère principale d'éducation, ou chez le professeur principal, etc., qui seront disponibles à ce moment-là. On se met raccord pour que les gens soient dans l'établissement à ce moment-là. Et de manière, et si le parent le souhaite, mais ça c'est à la libre appréciation du parent, si le parent le souhaite, on peut se voir tous ensemble directement, une fois que les choses sont éclaircies. Et là, donc il y a un réel échange qui se fait. Voilà. Pour répondre à votre question, M. Salon, moi j'ai une position qui est très claire et très tranchée. Je ne sous-estime pas qu'il puisse y avoir des difficultés dans la nature des évaluations, la difficulté des exercices, etc., ou les modalités de passation. Mais les évaluations, les résultats de ces évaluations appartiennent aussi aux familles. Surtout. Aussi aux familles. Elles appartiennent bien évidemment aux enseignants qui vont exercer leur métier, mettre en place des modalités de réparation, compensation, etc. Mais à un moment donné, c'est l'individu, celui qui l'est, et qui rentre le soir chez lui et qui revient le matin à l'école, qui reçoit une évaluation. Et cette évaluation, elle doit être partagée avec les familles. Alors j'entends bien que derrière, il y a des positions X ou Y, ça fait partie du paysage. Mais à partir du moment où on a, je vais le dire comme ça, là, brutalement, mais testé, puisque on a tous plus ou moins passé des tests, on sait ce que ça veut dire. À partir du moment où on a testé un élève, où on est allé chercher chez lui
et j'interviens aussi sur le travail personnel de l'élève. Donc, on est allé chercher chez lui des compétences qu'il est capable de mettre en œuvre et des compétences qu'il n'a pas encore acquises alors qu'il aurait dû acquérir au moment où on fait l'évaluation. Alors, il faut qu'on puisse le partager avec la famille. Alors, voilà. Et moi, je pense que, très clairement, il y a une faute qui est commise par les enseignants. Vous ne me ferez pas changer d'idée là-dessus, sauf à ce que on m'amène des arguments qui soient autres que des arguments d'ordre d'ordre idéologique et philosophique. Alors, nous allons écouter Isabelle, Samira, Patrick, Marie-Hélène et Frédéric. Isabelle. Donc je vais revenir sur, me permettre, sur l'ouverture des débats entre guillemets. Les parents ont-ils encore une place dans l'école? Donc j'ai écouté attentivement ce que vous avez dit l'un et l'autre, notamment sur le besoin d'être rassuré, aussi bien du côté des enseignants que du côté des parents. Effectivement, c'est d'une importance primordiale. Mais j'ai aussi entendu, on a parlé de code de l'institution, de l'éducation. Et le problème, c'est que dans les familles, ces codes-là n'est pas tout le temps compris, pas tout le temps perçu. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, je parlais avec un membre du PRE de ville limitrophe de la mienne qui me disait, mais tu sais... En voilà un. Voilà, un acronyme. Que veut dire PRE? Projet réussite éducative. Donc, c'est-à-dire on va amener, c'est des dispositifs qui vont amener les enfants vers la réussite. Non mais vous l'avez utilisé. Vous Excusez-moi. êtes tombé dans le piège. Ça va plus vite. Mais pas, je dois m'expliquer. Donc elle m'expliquait qu'elle avait rencontré un ethno-psychologue qui lui disait que, par exemple, dans les établissements scolaires, souvent, les familles d'origine africaine, on ne les voyait jamais. Pour cause, c'est que souvent, ou rarement, excusez-moi, je généralise, pour cause, c'est que souvent, dans ces familles-là, il y a un oncle qui a, entre guillemets, le savoir, et il a cette responsabilité de la famille ou d'un ensemble de groupes de familles. Et que quand, par exemple, justement, les familles sont invitées ou convoquées dans l'établissement, ils ne viennent pas à cette rencontre-là parce que finalement, cette personne-là n'a pas eu l'information qu'on voulait parler de tel enfant. Et parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes. Est-ce que, justement, dans les établissements scolaires, on se pose ce genre de questions, c'est-à-dire, en fait, on n'est pas sur le même registre social. Mais c'est une vraie problématique parce que moi-même, je suis enseignante aussi. Il y a des moments, je me pose des questions, je me dis, ah mais effectivement, je suis à côté de la plaque. Et ça peut être un petit déclic qui fait que des fois la communication ne se fait pas. Je reviens aussi sur le fait que vous parliez de passif avec l'école. Effectivement, on a tous ce passif, on a tous notre avis sur l'école. C'est d'ailleurs ce qui fait la difficulté des relations avec les relations parents-école. Et j'ai participé avec le dispositif du REAP. Alors là, ne me demandez pas ce que veut dire cet acronyme, parce que moi-même, je ne le sais pas. Donc, réseau d'écoute et d'appui aux parents. Voilà. L'accompagnement et d'appui aux parents. Nous avons vu une vidéo à un moment donné d'une famille, d'une maman qui s'exprimait, qui disait « Moi, j'ai peur d'aller à l'école, j'étais un mauvais élève, j'ai toujours été stigmatisée, c'était pas ces mots, stigmatisée certes, mais j'étais mauvais élève. Et quand j'amène mon enfant à l'école, je pense que ça va être un mauvais élève. Et donc finalement, les répercussions sur cet enfant sont que il va pas se sentir bien à sa place dans l'école. Et justement, ces structures, comme vous les avez soulignées, les associations qui sont à côté, le REAP, sont là pour permettre ce lien. Et là, je vous salue très honnêtement, que ce soit parce que c'est une structure de 600 élèves, mais je vous salue d'avoir permis à des élèves, à des familles, de pouvoir entrer dans votre établissement, parce que tous les chefs d'établissement ne font pas ça. Et c'est là où je veux en venir,
c'est que là, à un moment donné, on parle de pro et de perso. Nous sommes des bénévoles. En face de nous, nous avons des personnes qui sont professionnelles. Et j'entends aussi que vous avez vos états d'humeur. Il n'y a pas de problème dessus. Comme vous. Comme tout le monde. Voilà. Par contre, là où je trouve que la difficulté, où justement on ne se sent pas tout le temps rassuré, c'est que on a par moment l'impression qu'en face de nous, on a des professionnels qui ne vont pas au bout de leur travail. Et je pense que c'est ce que vous vouliez dire aussi, par exemple, sur la diffusion des listes de parents. C'est à un moment donné, il y a un cadre qui est l'institution, et quand nous, on s'adresse, les parents d'élèves, à cette institution, on se repose aussi sur ce cadre-là, parce que nous n'avons que ça, finalement. Et en face de nous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et pour autant, vous êtes des professionnels, et on s'attend à avoir un professionnel en face de nous. Alors, nous sommes effectivement, je me permets de rebondir, hein, nous sommes effectivement des professionnels, nous ne sommes pas forcément des magiciens. Voilà, il faut faire la part des choses également. Mais si on part du principe où en termes d'échange, voilà, on instaure une marche à suivre, un mode de fonctionnement établi entre la famille et l'établissement, sans outrepasser un devoir de réserve quelconque, on est en capacité aussi en tant que professionnel de dire quels vont être les points d'achoppement, quels vont être les freins à cette mise en place. Et on a effectivement le devoir d'essayer. On a la possibilité de dire aussi, lorsque on arrive à un moment où on n'a pas de solution. Hein, l'idée, ce n'est pas de faire des plans sur la comète non plus, c'est d'être pragmatique, d'être cohérent et d'être fiable aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décemment s'engager vis-à-vis d'une famille à mettre des choses en place qu'on ne tiendra pas ou où l'on sait d'avance qu'on ne pourra pas tenir. Je parlais précédemment de la stratégie des petits pas. Hein, on fixe des étapes, des échelons qui permettront petit à petit de progresser et d'avancer et de donner cette confiance qui est parfois perdue ou très éloignée de ce qu'on pourrait attendre. Samira. Oui, c'est Salima. Alors, bonjour, je viens d'Alsace et donc je m'adresse à Monsieur Bisson. Sur votre conclusion, vous disiez créer de la confiance grâce au professionnalisme des enseignants. Je crois que en fait, j'ai l'impression qu'il manque vraiment les maillons à cela parce que on parle des enseignants. Vous avez parlé de confiance envers les enseignants, relations école-parents, mais il y a tout ce qui est au-delà de l'enseignant, dans les établissements même. L'administration, la gestion de l'établissement qui est fondamentale pour moi, qui justement est à travailler par rapport à ces différents intervenants et avec un rôle vraiment très très important ce qu'on appelle les CPE, conseillers principaux d'éducation, qui vraiment avoir au niveau du rôle réel que l'administration, que leur supérieur hiérarchique, Madame Stébé, leur donne. Parce que moi, j'ai été amenée à rencontrer des CPE et dans l'esprit des élèves, on les appelait la police, un peu des carrières de shérif. Mais c'est parce qu'au-delà des enseignements, il y a tout le cadre dans lequel les enfants évoluent qui est fondamental et qui a une répercussion directe et vice-versa. Donc tout ce corps autour de l'élève, de l'enfant, qui est extrêmement important et justement la relation que l'administration a et renvoie aux parents, je crois que là, c'est tout le travail, à mon sens, se situe vraiment là. Bon, peut-être que Mme Stébel m'entend un petit peu plus parce que dans l'Académie de Strasbourg, on a nos spécificités. Comme notre région a ses spécificités, je ne sais pas d'où vous veniez, Mme Stébel, mais voilà. De Strasbourg. Bon, bah alors vous les connaissez parfaitement. C'est la choucroute. Merci.
Non, ceci étant, premièrement, pour répondre très rapidement, je reprenais une phrase du ministre. Hein. C'est le ministre qui a évoqué le professionnalisme des enseignants, mais c'est bien évident, et ça rejoint ce qu'on disait par rapport au code, par rapport aux acronymes, et vous évoquez le CPE, mais en plus le CPE a cette particularité d'être vraiment à l'interface. Oui. Hein. Vraiment à l'interface. Hein. Et si on lui donne, c'est toute la place qui lui est laissée au sein de l'établissement. Et c'est bien le management et le pilotage de l'établissement que vous évoquez là, à juste titre. j'ai juste pas terminé, je m'excuse, j'avais encore une chose à dire par rapport à tout ce qui est culturel. J'avais été dans une... Enfin, je suis professeur et aussi dans le côté médical, et on avait une journée d'études sur l'obésité. Et souvent, les choses qui se passaient par rapport à cela, on s'est rendu compte, le corps médical s'est rendu compte que lorsqu'on a rencontré les parents pour traiter du problème d'obésité de l'enfant en question, et ben voilà, on délivrait un espèce de régime à suivre. Et il y avait un exemple très précis, c'était un papa qui arrivait avec son enfant, et je crois qu'il était des îles, et donc on lui parlait d'un régime qui n'était pas le sien. Et c'était l'échec total, parce qu'on ne lui parlait pas dans son culturellement. Donc l'échec était complètement... Donc l'administration, vraiment, la gestion des établissements, elle a vraiment... Je pense que pour vraiment réussir, il y a vraiment une adaptabilité qui doit être dans les deux sens, mais beaucoup plus de l'administration, parce que je sais que c'est énorme, je sais. Après, sur les moyens, sur les politiques... Difficile. Nous avons travaillé pour aller dans votre sens et répondre à votre interrogation légitime. Regardez sur le site du CNESCO, je crois, je dirais du 17 octobre, mais je peux me tromper à 3 jours près. Nous avons travaillé sur école et territoire, et nous avons fait des préconisations là-dessus, et notamment dans ces préconisations, nous insistons beaucoup sur l'appropriation par les personnels qui se trouvent sur les territoires qui accueillent des familles de nationalités différentes, sur la rencontre, s'approprier la rencontre entre deux cultures, ça a été évoqué tout à l'heure, qui ne sont pas du tout selon les mêmes codes. Hein, ça, c'est bien sûr. Merci. Alors, nous partirons de Strasbourg, on va à Nice. C'est ça. Donc, oui, bonjour, donc je suis Patrick Daudet, président départemental des Alpes-Maritimes. Je voudrais revenir un peu sur ce que vous disiez, Monsieur Buisson, par rapport au rôle des parents dans l'école. Et vous nous avez dit de façon très juste qu'il y a effectivement une séparation qui se fait entre le rôle d'éducateur et d'enseignant. Les parents éduquent leurs enfants, l'école les instruit. Et vous nous avez dit très justement, pour qu'il y ait un lien qui se fasse entre l'école et les parents, il faut que les uns aillent vers les autres. Et donc il faut que les parents acceptent quelque part que l'école se mêle un petit peu de l'éducation de leur enfant. Mais inversement, l'école, et non seulement les enseignants, mais également les textes, ne donnent pas la possibilité aux parents d'avoir leur mot à dire dans ce qu'on appelle le domaine pédagogique. Et finalement, lorsque les parents veulent intervenir dans l'école, on dit « Ah, mais attendez, là, il y a chasse gardée, vous n'avez rien à dire là-dessus ». Donc forcément, ça ne peut pas rapprocher les deux camps, puisque là, un des camps doit accepter que l'autre empiète sur ses prérogatives, mais inversement, l'école ne veut surtout pas que les parents empiètent sur leurs propres prérogatives. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, vous disiez que les enseignants, comme les chefs d'établissement, comme les directeurs ou directrices, sont formés pour établir un dialogue. Et on voit que cette formation n'existe pas, ou en tout cas est mal faite, parce que ce dialogue n'est pas vraiment fait. Et ça va même plus loin, puisque on le voit dès les élections des représentants de parents d'élèves, beaucoup de directeurs, surtout d'ailleurs des directeurs et directrices, on le voit aussi dans les établissements collèges et lycées, ils ne maîtrisent même pas le fonctionnement des élections de parents d'élèves. À tel point que dans les Alpes-Maritimes, on a fait remonter le point et on est en train de mettre en place une charte pour qu'ils prennent en compte la réalité de la place des parents et que les élections soient faites de façon réglementaire partout. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, vous disiez que
là où les parents peuvent agir dans l'école, c'est effectivement sur les conditions de vie à l'école. Mais très curieusement, là encore, lorsque vous êtes dans les conseils d'administration, lorsque vous allez voir les directeurs, directrices et chefs d'établissement, et que vous leur parlez notamment des toilettes dont vous avez parlé vous-même, vous voyez très bien, donc il y a les toilettes, il y a le poids décartable, il y a plein de choses, vous voyez très bien que ça ne les intéresse pas ou très peu, et qui plus est, ils vont vous mettre en avant un argument qui est de poids mais qui est réel, c'est que ce ne sont pas les établissements qui financent ce type de dépenses, c'est ou la mairie, ou le conseil général, ou le conseil régional. Et quand vous dites effectivement les toilettes c'est important, on est tous d'accord avec ça, mais à chaque fois vous heurtez non seulement à l'école elle-même qui dit moi j'ai pas de moyens à mettre avec ça, mais également donc aux collectivités locales qui ne s'y intéressent absolument pas. Pour compléter, là, juste, je prends la... Mais encore une fois, des questions courtes. Il n'y a pas que le pire, c'est les acronymes, effectivement, c'est pas facile, mais la liberté pédagogique qu'on renvoie aux parents sans arrêt, c'est quelque chose qui n'est pas expliqué. On ne sait pas à quoi ça correspond, il n'y en a pas de définition. Et c'est comme si, quand quelqu'un allait chez le médecin ou chez le garagiste, on lui disait laissez-moi faire. Aujourd'hui, le médecin, il va expliquer ce qui se passe. Il va dire voilà ce que je vais faire, je vais vous opérer, je vais faire ça, ceci. Le garagiste, il va dire je pense que c'est. Mais à l'école, on dit liberté pédagogique. Et sans savoir du tout, ça veut dire laissez-moi faire, mais on ne sait pas, les parents ne savent pas à quoi ça s'engage. Alors que la liberté pédagogique, on peut y être favorable, mais il faut aussi un système d'évaluation derrière. Et les parents, enfin on a fait le sondage en début d'année, les parents de la PEP sont favorables à une évaluation dans l'établissement, pas quelque chose qui soit marqué dans un classement dans les journaux, mais qui soit suffisamment subtil pour que les parents puissent comprendre et que les établissements puissent aussi progresser. Enfin, moi, les éléments que vous apportez là amènent de l'eau à mon moulin, je dirais, hein, parce que c'est vraiment ce que je pense. C'est qu'en effet, à un moment donné, et je vais complètement dans votre sens, c'est qu'il faut, dans la professionnalité de l'enseignant, il y a forcément le rendre compte et l'explication des choix que l'on fait. Ça, vraiment. Et notamment, si un parent dit moi je ne veux pas que, enfin je ne veux pas, ou vraiment la méthode que vous utilisez pour, peu importe, bon, la lecture, si c'est la lecture, ou l'apprentissage de la table de multiplication si on est en mathématiques, il faut que, à partir du moment où le parent a donné ce point de vue, parce que c'est un point de vue qui est donné, l'enseignant explique le choix de sa méthode. Dans une classe, on peut avoir aussi 25 élèves, 25 parents, 25 approches différentes. Hein, et c'est pour ça qu'il faut reconnaître à l'enseignant les compétences de son métier. Et la liberté pédagogique, et ne pas aller derrière toujours une liberté pédagogique qu'on oppose sans expliquer. Vous avez raison, moi je pense que la liberté pédagogique, elle existe, elle est prévue par les textes, elle est encadrée. Elle est encadrée dans l'article qui évoque la liberté pédagogique, je n'ai plus le numéro, mais elle est encadrée, et elle s'explique. Et elle s'explique. Et c'est à cela aussi que l'on peut reconnaître la qualité d'un enseignant, c'est-à-dire la manière avec laquelle il a à expliquer et avec laquelle il explique ces choses-là. Mais je partage ce point. Merci beaucoup. On reste dans le sud. Marie-Hélène. Oui, j'avais vraiment envie de revenir sur l'exemple que tu as donné tout à l'heure, sur les évaluations de CP. J'ai vu les évaluations. Dedans, il y a des exercices de distinction des sons. Et ça me choque parce que je vois dans les commissions SECPA, les parents qui sont privilégiés, qui vont à tous les rendez-vous et tout ça, et ben, le dossier passe au-dessus de la file. Et dans la gestion du handicap, par exemple la surdité, mettons, une légère surdité, le gamin ne pourra jamais faire la distinction entre les P, les D et tout ça. Et ben, cette évaluation permet de le voir. Donc je ne vois pas pourquoi on le cache aux parents. Et là, on arrive, en plus, pourquoi est-ce qu'on a peur de l'évaluation aussi entre les parents? Pourquoi est-ce que les parents, il faudrait aller au-delà? Vous avez un problème, c'est pas grave, on va le résoudre.
Je veux dire, l'école, elle gère, là, elle gère des flux. Moi, je voudrais qu'elle gère des progressions. On a, voilà, une évaluation. Ben, on a une mauvaise note, allons-y. Moi, les gamins, ils viennent à l'aide de devoir avec une mauvaise note et disent, ah ben, montre-moi ton contrôle, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, t'as vu, t'as mal compris ce mot-là. Et puis voilà. Et en fait, tu savais faire. Voilà. Et le problème, c'est qu'on est tous stressés. Les parents sont stressés par les mauvaises notes et ils ne voient pas que c'est pas grave d'avoir une mauvaise note. Et il y a le mot latin que j'aime beaucoup, que c'est cognoscere. Et voilà, c'est apprendre. Les enfants, on peut leur apprendre la table d'unification, hein, mais on peut leur apprendre à apprendre. Et ça sert toute la vie. Et ça aiderait. Et voilà. Vous avez entendu ma réponse hein, sur le partage sur le partage des évaluations, et pas uniquement pour ça. Quel que soit le contexte, à partir du moment où il y a silence, il y a doute et interrogation. Donc ne créons pas ni doute ni interrogation, et quelque part, je dirais, faisons du bruit, quoi, pour pouvoir échanger sur ce qui... En plus, en matière d'évaluation, ce qui n'appartient pas uniquement à l'école, parce que l'élève lui-même a donné quelque chose dans l'évaluation. Oui, Frédéric Maille, je suis président du Doubs. J'ai eu la chance de pouvoir participer pendant quelques années au conseil d'administration d'un collège en REP+, d'à peu près 600 élèves. Et premier CA, dans les moments de convivialité qui suivent le CA, j'ai eu un échange avec un prof d'histoire qui a été assez particulier, où les larmes aux yeux, il me disait, mes difficultés aujourd'hui, c'est la discipline. Je passe 20 minutes tous les débuts de cours à faire enlever la capuche, à faire sortir les affaires. Et son discours était très simple, c'est « je n'ai pas été formé pour gérer les difficultés de discipline d'aujourd'hui ». Alors, j'ai rencontré la DAZEN dans les semaines suivantes. Je lui ai dit « mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces problèmes-là » Elle me dit « mais on a des tas de formations qui sont disponibles, les chefs d'établissement doivent les demander ». Je suis allé voir la chef d'établissement. Elle me dit « mais comment voulez-vous que je demande une formation si les profs ne viennent pas me dire qu'ils en ont besoin ?» Alors, et la boucle est bouclée. Aujourd'hui, ce problème, on ne le retrouve pas que dans les REP+, on le trouve dans une multitude d'établissements. Donc, une question très simple, concise. Comment peut-on aider les enseignants lorsqu'on identifie qu'il y a un problème de gestion de la discipline dans une classe? D'abord, d'emblée, j'aurais tendance à dire que ça n'est pas une question de formation initiale des enseignants, et ça devient vraiment une question de formation continue, parce que l'enseignant, il perçoit vraiment la difficulté et le besoin quand il est confronté à la situation. On est comme les autres, quelque part. Hein, on se dit que finalement, ça n'arrive qu'aux autres, et moi, ça n'arrivera pas. Sauf qu'à un moment donné, ça arrive, et qu'il faut gérer les choses. Et là, pour le coup, l'autonomie laissée aux établissements leur permet de mettre en place des formations pour leurs enseignants sur les sujets qu'ils souhaitent, d'ailleurs, hein, et notamment sur la gestion de classe. Et c'est quelque chose qui est, pour moi, à mettre au projet d'établissement, de façon à ce que systématiquement, tous les ans, et notamment les nouveaux venus, ceux qui arrivent, parce que la question que vous... je sais pas, ce prof d'histoire, à mon avis, c'était un néo-titulaire. Et parce qu'il y a une vraie angoisse chez les néo-titulaires, hein, de prendre en charge une classe, quel que soit le lieu. Déjà, il y a la crainte de ne pas être au niveau par rapport aux apports. Je pense qu'on peut vite quand même régler ce sujet-là, mais c'est la manière avec laquelle le dispenser, et ça, c'est la pédagogie. Et il y a, en effet, la gestion de la classe, ce que j'appelle le bruit, qui va venir perturber une connaissance qu'on va dispenser, un exercice qu'on va faire, et qui va faire que ça va se diffuser dans la classe. C'en est un qui commence et vous en avez 5 autour, et puis du 5 autour, 5 autour sur une classe de 25, ça fait 20%, quoi, voilà. Hein. Donc, voilà. Bah, écoutez, Ils aiment leur métier. Non, mais c'est pas une question. Non, mais on a des enseignants qui, en sortant du conseil de classe, viennent vous voir en vous disant « je suis vraiment désolé pour votre fils, hein, parce que l'allemand, cette année, il faut vraiment qu'il trouve une autre solution pour apprendre, parce que dans la classe, ça ne va pas être possible. Ouais. Moi, cette professe, j'ai envie de l'aider. Ah oui, bien sûr. Mais l'allemand, c'est... Qu'est-ce que je fais? Écoutez, je vais voir avec elle, je lui dis on fait quoi? On met un autre adulte dans la classe, parce que c'est ce qu'on a fait dans d'autres établissements REP+.
au niveau des problèmes de discipline en classe, je ne voudrais pas dire souvent, mais souvent c'est des symptômes de quelque chose qu'on n'a pas essayé de comprendre et en tant que prof, d'aller chercher de l'aide auprès de l'administration, des équipes, ça sous-tend peut-être de se sentir incompétent. Je m'excuse, je vais vraiment... Non, pas forcément. Non, il y a le choix de l'objet pédagogique, Voilà. le choix de l'activité qu'on a mis en place. Est-ce qu'on pratique la différenciation dans la classe? De la et donc, pertinence, est-ce que voilà, on est oui, ca- oui. est-ce que c'est difficile, Ça, hein? C'est difficile complexe. d'avoir 25 Complexe. élèves. On peut les catégorier, hein? On peut les catégorier et finalement donner à chacun des groupes qui rassemblent des élèves qui présentent les mêmes caractéristiques, hein, tel exercice pour répondre à leurs caractéristiques. C'est difficile. Et ça, vous avez crois que parfois... là- spécialité de chaque élève pour faire avancer toute la classe. Ça, c'est- Vous avez parfois, voilà, ça fait partie du cadre du fonctionnement de l'établissement. Hein, les établissements mettent en place des formations d'initiative locale ou territoriale de proximité en fonction des situations pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'éléments. Ça fait partie effectivement du projet d'établissement, mais j'avais envie de rebondir. Alors souvent, effectivement, on a une classe, alors on rêve plus, 24 élèves au maximum, effectivement, mais 24 individus qui fonctionnent, hein, pour le coup, de manière totalement différente, avec l'appétence de l'un qui n'est pas celle de l'autre, les compétences des uns qui ne sont pas celles de l'autre, etc. Et il y a quand même une chose miraculeuse, hein, qui s'appelle la pédagogie différenciée. Hein. La pédagogie différenciée qui crée parfois certaines réactions épidermiques aussi, mais qui toutefois peut faire des miracles pour le coup ou permettre de pacifier le fonctionnement de la classe. Mais ça demande effectivement un investissement, un fonctionnement global. C'est pris en compte dans le fonctionnement global, à la fois transversal et interdisciplinaire. Hein. Je crois qu'il y a des réelles constructions et ça fait partie du projet d'établissement, on peut le dire, du fonctionnement global de l'établissement. Je sais que, voilà, quand vous évoquez le fait qu'une personne... alors effectivement, quand un enseignant, ça peut arriver qu'un enseignant se trouve en réelle difficulté de gestion de classe, hein, ça peut arriver, mais à ce moment-là, voilà, il y a des choses qui sont mises en place pour accompagner, mais jamais une personne qui sera dans la même salle que lui pour jouer voilà, au gardien et sortir, enfin, quelle crédibilité oui, et puis aura l'enseignant. Dans cette sortie-là, il y a deux... oui, mais... Non, mais je pense qu'on a sûrement réglé le problème de discipline et qu'on a réglé le fonctionnement de la classe ponctuellement. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, et là, je maintiens quand même que l'école a une grande responsabilité, c'est d'amener les élèves à avoir tout. Et donc, cet élève ou ces élèves qui sont sortis parce qu'ils sont allés chez le CPE, c'est toujours les mêmes quand même, on connaît un petit peu, ou alors ils se relaient aussi, on a... Voilà, et donc, ces élèves-là, ils n'ont pas eu l'enseignement auquel ils ont droit. Donc, ça suppose qu'effectivement, il faut pouvoir trouver des modalités d'enseignement, des modalités d'intervention qui ne font pas perdre aux élèves le pourquoi il est là, le pourquoi il est à l'école. Et aujourd'hui, il y a une révolution pédagogique qui s'enclenche sur la différenciation pédagogique, mais pas uniquement. Le numérique amène aussi d'autres modalités, est une autre ressource qui peut convenir à des élèves qui ne sont pas, pour le moment présent, aptes à... Et donc, on a des établissements où les choses se mettent en place. Alors là, pour le coup, on a une salle qui est connectée et on a quelqu'un qui surveille la salle. Il faut quand même qu'on s'assure qu'il ne va pas avoir un site particulier et qu'il est bien. Mais je crois qu'on est au début là d'un processus.
À titre d'exemple, hein, c'est ce que nous envisageons dans l'établissement, justement, dans le cadre de la mise en place du centre de connaissances et de culture, c'est-à-dire de pouvoir permettre aux élèves qui ne sont pas en capacité de rester dans une salle de classe et qui vont être exclus de la salle, pour le coup, mais pas de l'établissement, de continuer sur des parcours qui auraient été, c'est en phase de préparation, hein, sur des parcours qui auraient été créés à l'aide de l'outil numérique et que l'élève puisse continuer son cours, hein, mais mais avec voilà, pas forcément. Vous voyez Est-ce que c'est l'exclusion? Non, c'est-à-dire que à partir du moment où l'élève n'a pas le comportement ad hoc pour pouvoir, il n'a plus de raison de rester avec le groupe. Mais il aura quand même cette continuité, c'est pas de l'exclusion-inclusion, il y aura la continuité, mais en individuel, alors qu'il peut avoir des freins aussi, parce que certains élèves, pour l'avoir expérimenté, sont friands de ce genre de fonctionnement. Donc il faut trouver, là encore, vous voyez, quand on parle de fonctionnement d'établissement, un juste milieu, pour bien montrer que c'est un apprentissage aussi. Hein, mais l'élève n'est pas coupé de la classe dans le sens où il y a cette continuité pédagogique qui met pour le coup en individuel. Merci. Excusez-moi. Attendez, il y en a qui passent en dessous des radars, là. Au centre de connaissances, de connaissances et culture qu'on est en train de faire. Le temps nous contraint. Oui. Alors, il y a 3 personnes qui se sont inscrites. Donc, il y a Dominique, Belkir et Isabelle. Voilà. Une autre intervention demandée? Non? C'est bon? Très bien. Et Sandrine? Voilà, donc 4. Des questions très courtes. Dominique, s'il te plaît. Oui, bonjour, Dominique Bonnet, je suis président de l'association départementale de Eure-et-Loir. Vous aviez une liste d'irritants tout à l'heure et moi j'ai reçu deux sujets qui m'ont très irrité cette semaine. C'est le planning des conseils de classe qui est tombé. Avec évidemment, je dis évidemment, ça m'embête parce que c'est récurrent, mais avec des horaires qui commencent à 14h. Donc on est de gentils parents bénévoles et c'est un petit peu compliqué pour nous d'être à 14h en conseil de classe. Le deuxième point, c'est une convocation au CDEN qui est intervenue. Bon là, c'est à 10h, c'est pas à 14h, mais la problématique est la même. Comment fait-on ? Et puis je pense, je voulais rebondir sur la problématique de mon collègue qui avait du mal à récupérer les emails des parents. La RGPD a été mise en place cette année. Désolé pour l'acronyme, parce que j'ai oublié la signification. Mais les années précédentes, on a toujours le même problème. Et dans ces 3 cas, il y a, je ne sais plus comment s'appelle le texte exact, mais c'est le rôle d'association de parents d'élèves où c'est écrit très clairement dans les horaires des réunions doivent tenir compte de nos contraintes professionnelles et que les emails des parents, c'est un droit. C'est peut-être pas le bon terme, mais c'est écrit comme ça. Que fait-on ? Merci. Alors ça, est-ce que cela amène une réponse Non, précise? mais c'est en effet c'est un irritant à rajouter aux irritants, mais c'est un irritant qui touche le collectif. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Alors en ce qui concerne le CDEN, là je suis plus réservé pour dire on va intervenir. En plus, l'école ne préside pas le CDEN. Hein. C'est le préfet d'un côté et le président du conseil départemental de l'autre. Et ça, je crois qu'à un moment donné, il faut accepter qu'il y ait des réunions de ce type-là qui se déroulent à 10h. En ce qui concerne le planning des conseils de classe, non, il faut aller vraiment vers le chef d'établissement et pour reprendre le planning. C'est clair. On sait qu'il y a des moments où l'administration se piège peut-être aussi. Hein. Je pense notamment en fin d'année où il faut, dans un temps très court, mettre les avis, etc., etc. Ça, vous connaissez tout ça. Et on met sur l'ensemble de la journée, parfois même, hein, j'ai vu des conseils de classe le matin où j'ai appelé en disant, en tant qu'inspecteur d'académie, il n'y aura pas de conseil de classe le matin. Oui, mais monsieur l'inspecteur d'académie, non, il n'y aura pas de conseil de classe le matin. Moi, je comprends complètement qu'il y a des enseignants qui ont aussi des enfants. Ce sont aussi des familles, hein, des parents, et ça s'entend bien. Mais malgré tout, je dirais,
dans la fonction, il y a le conseil de classe avec avec les conséquences du conseil de classe, c'est-à-dire la tenue d'un conseil de classe le soir à une heure donnée. Donc moi je crois que là, il y a une démarche à faire au niveau de l'établissement et du chef d'établissement pour faire comprendre que ça n'est pas possible, même d'ailleurs avant d'aller chercher la loi ou le règlement. On aurait tendance à dire, quand on va chercher la loi et le règlement, c'est parce qu'on a tout épuisé avant. D'accord. Mais vous avez raison, c'est écrit dans la règle. Alors, donc Belkir, en fait, c'était à peu près sur le même registre. Donc voilà, un intervenant en moins. Isabelle. Non, je n'ai pas besoin de micro, vous m'entendez parce que moi je n'aime pas trop. Non, mais quand même. Non, moi je voudrais plus intervenir par rapport à l'école. Vous avez dit. Ah oui. L'école n'apparaît plus comme un futur. Non, c'est Jean-Louis Audic qui a dit que l'école n'a pas... Et je dis, oui. Mais à partir du moment où l'école est vécue par les parents comme ne remplissant plus leur rôle, quand l'école... je vais reprendre le problème autrement. Quand vous avez quelqu'un qui est diplômé par l'école, qui a un diplôme de niveau 5, ou un diplôme de niveau 3 et un diplôme de niveau 1, puisqu'on a aussi on va aller jusqu'à l'enseignement supérieur, et qu'il se présente sur le marché du travail, alors qu'on lui a dit que son diplôme allait lui permettre alors que nous savons, et les études le montrent, que plus le diplôme est élevé, plus les chances d'insertion sont grandes, et que vous avez des familles qui poussent les enfants à obtenir le diplôme suivant de celui qu'ils ont, et qu'au bout du compte, ils ne parviennent pas à trouver l'emploi pour lequel ils ont été formés, il y a une grande déception qui se crée, elle est légitime, et vous avez des familles qui sont frustrées et qui, à partir de ce moment-là, non pas vont mettre à l'arrière-plan l'école, mais ne vont pas la privilégier de la même manière quand on sera sur les niveaux supérieurs. Apprendre à lire, à écrire, à compter, l'importance de l'école primaire et l'importance du collège, je crois que c'est complètement présent dans l'esprit des familles et ça n'est pas mis en arrière-plan. Mais après, au niveau, pour la suite, ça ne prend plus la même importance. Et l'exemple en est, entre autres, et vous pourriez m'en dire autant en retour, l'exemple en est, entre autres, la fréquentation des enfants, des lycéens au cours. Vous avez maintenant des familles, elles sont quand même assez nombreuses, à dire, écoutez, le baccalauréat, il va l'avoir, et vous avez des familles qui, de fait, apportent un soutien silencieux à l'absentéisme de leur enfant. Et je pourrais vous dire que sur Paris, c'est très net. Parce qu'au niveau je ne sais pas s'il y a des parents d'élèves de Paris, mais au niveau du 3e trimestre de la classe de terminale, il y a de grands blancs sur les bancs des écoles, les élèves allant ailleurs chercher la préparation au baccalauréat. Et donc c'est complètement cautionné par la famille. Et c'est grave. Ah, mais c'est grave. Donc comment? Quel est le rôle de l'école? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Et comment? Voilà. Et là, c'est là-dessus, vous... Ah ouais. Alors, alors nous terminons avec Sandrine. Oh, ben j'ai un train dans l'après-midi, moi, donc il n'y a pas de souci. Moi, il faudrait que je quitte rapidement. Question courte, réponse très courte. 10 minutes. Bonjour. Bon, je me lève parce que je suis toute petite et je suis au fond. Donc comme ça, tout le monde me verra bien. Moi, en fait, c'était juste pour faire un constat, juste pour rappeler que ce qui est évident n'était pas forcément pour tous. Et je voulais juste vous donner 2 illustrations. J'ai une copine donc, qui est en prof de maths donc, dans un lycée pro, qui s'est aperçu donc, récemment que certains de ses élèves de seconde, en fait, ne savaient pas gérer un agenda. Ça paraît tellement évident d'écrire ses devoirs au jour où on doit les faire. Elle s'est aperçue que certains enfants notaient, par exemple, on était le 10 septembre, et ben, à la date du 10 septembre, pour le 23 septembre, il faut faire ça, au lieu d'aller les noter sur le 23 septembre. Et ça, je trouve ça vraiment dommage que cette évidence-là ne soit pas rappelée aux enfants sur la gestion de leurs agendas. Ça paraît tellement bête à faire.
Voilà, et un autre truc, des évidences, toujours. Un exemple tout bête, j'ai mon petit frère, son petit troisième, il a des capacités, mais très très au-dessus. Et l'autre fois, il s'est ramené avec une très très mauvaise note. Et il a été très surpris, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il n'avait pas compris l'intitulé de la question. Pour une fois, c'était arrivé. Et quand mon frère lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne l'as pas relu? Il m'a dit, non, je ne voulais pas tricher. C'est bête à dire, hein, mais le fait de peut-être expliquer aux enfants que quand on ne comprend pas du premier coup l'intitulé de la question, on a le droit de la relire, voilà, c'est un truc tout bête, c'était d'une évidence, mais pas pour l'enfant en fait. Voilà, je voulais juste apporter ces deux témoignages. Voilà. Et un tout petit dernier, mais tout petit. En fait, je voudrais juste rebondir justement sur cette intervention. L'utilisation sincèrement abusive des ENT tels que Pronote, aujourd'hui, c'est une vraie rupture avec les familles parce que, en gros, il faut qu'on aille, c'est à nous d'aller chercher l'information en permanence. Elle ne passe plus par l'enfant, donc finalement, l'enfant n'en prend pas du tout connaissance. Et quant à l'histoire de remplir l'agenda, il ne remplit plus l'agenda puisque de toutes les façons, il est sur Pronote. Or, malgré tout, et sur le plan cognitif, le fait d'écrire les devoirs, on en prend conscience et le cerveau assimile le fait qu'il va falloir les faire et leur contenu. Le fait que l'enfant écrive dans son carnet de correspondance qu'il va y avoir la réunion parents-prof à telle date. De lui-même, il va d'abord l'amener à signer à ses parents, mais surtout, il va se rappeler qu'il y a cette réunion. Et même, il va juste savoir qu'il y a cette réunion. Or, finalement, ces ENT qui semblent rendre service à tout le monde deviennent de plus en plus une rupture pour les familles. Une rupture aussi parce que certaines familles ne savent pas manipuler toutes ces choses-là, non pas, etc. Ça va sur les téléphones portables quand même. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même une rupture. C'était mon focus sur l'administration numérique. Merci de l'avoir fait. Je n'avais pas eu le temps de le faire. Merci Myriam. Et je me dépêche de vous retrouver avant de jeter un œil à la salle puisqu'il y aura d'autres questions. En tout cas, je crois que ça a été très riche. J'ai entendu Isabelle dire c'est dommage, non, c'est trop intéressant, etc. Oui, c'est trop intéressant. Et c'est frustrant. Oui, c'est vrai. Mais la frustration fait partie de notre éducation. Donc, je crois qu'on a appris beaucoup de choses. Et il me semble... Allez, je parlais ce matin de tristesse. On est requinqués quand même. Il y a du boulot. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Voilà. Merci à vous parce que moi je dis comme je l'ai fait après l'intervention, c'était la première à Beauvais notamment, après j'ai fait la Marne, j'ai fait tout ça après. Et je fais le chemin... non, j'ai pas fait le chemin des dames, mais... enfin, encore que des fois... bon, ceci étant, moi ça m'a permis de faire évoluer aussi mon propos, parce que on peut pas avoir un propos qui soit une fois pour tout arrêté et que rien ne change, quoi. Moi j'ai appris aussi des choses aujourd'hui sur les irritants, alors que je pourrais nuancer. Il y a des irritants qui sont vraiment les irritants personnels du parent d'élève, et puis vous avez bien ciblé les irritants du collectif parent d'élève, les conseils de classe, les listes d'adresses, etc. Donc voilà, ça ce sont des choses qui... et puis merci d'avoir fait l'administration numérique à ma place. Parce que je suis absolument convaincu. Et l'écriture, alors par contre ce que je voudrais aussi faire évoluer un petit peu, c'est que l'écriture dont vous parlez, très vite il faudra accepter qu'elle se fasse aussi comme ça. Il faut aussi, je veux dire, le marquage de l'esprit de l'élève, c'est qu'il écrive lui-même, quel que soit l'outil. Ça peut être un clavier. Parce que si on ne lui fait plus écrire... Vous savez, on a commencé tous par écrire avec le crayon de papier. Oh. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Steiblé et Monsieur Bisson.